Alors Théophile, tu es venu nous parler de Winnie Mandela, icône de la lutte anti-apartheid, qui est décédée hier à l'âge de 81 ans, et une personnalité assez controversée, au moins ici en Europe. Serge, en réalité, je ne suis pas seulement venu parler d'elle, je veux lui rendre hommage très clairement. Comme tu as dû le remarquer, elle ne bénéficie pas du concert d'éloges unanime qui a accompagné la disparition de Nelson Mandela, son ex-mari, le premier président de l'Afrique du Sud multiracial. Au contraire, on a eu droit à plusieurs reprises à un récit ambigu, la décrivant au mieux comme un personnage controversé, le mot est dans tous les médias, au pire comme une diablesse. Il s'agit à mon avis d'une construction politique qui n'est pas innocente. On a d'un côté Nelson le saint, et de l'autre, Winnie la pécheresse. Et pourtant, il n'y a pas de Nelson sans Winnie. Elle est la principale ouvrière, mal récompensée de son incroyable destinée politique. Ce jour glorieux du 11 février 1990, dont les images restent gravées dans les mémoires de beaucoup d'entre nous, sans doute toi. Oui. Ce jour où les téléspectateurs du monde entier redécouvrent après 30 ans le visage de Nelson Mandela, le prisonnier politique le plus célèbre de l'époque, entré en prison dans la force de l'âge et ressorti sous les traits d'un vieux monsieur. Ce jour qui marque le début de la fin du système unique de l'apartheid n'aurait jamais été possible sans celle qui tient Mandela par la main sur la photo qu'on vient de voir et qui lève le bras, Winifred Nomzamo Zaniwe Madikizela Mandela. On ne peut pas aimer les fruits et détester l'arbre. On ne peut pas sincèrement glorifier Nelson. Il ne faut toutefois pas faire abstraction du contexte. La lutte contre l'apartheid ne se résumait pas à des adolescents fuyant la police dans les rues de Soweto et à des concerts à Wembley. Il s'agissait d'une guerre. Une guerre de libération, une guerre dans laquelle est entraîné Winnie, qui vient de finir ses études et de s'éprendre de Nelson, un avocat de 18 ans, son aîné, qui la projette dans une vie à laquelle elle n'était pas préparée, ce qui ne l'empêche pas de faire front. Dans les années 1980, l'ANC est décapitée. Les dirigeants du mouvement sont soit en prison, soit en exil. Winnie Mandela incarne à elle seule le combat le plus rude, le plus risqué, celui de l'intérieur. Elle a une action officielle de porte-parole de la cause, mais elle a aussi un rôle officieux. Elle recrute des combattants et se débrouille pour les convoyer jusqu'aux bases arrières dans les pays voisins, où, à partir duquel le combat armé se mène. Comme toujours dans ce type de combat, le mouvement est infiltré de l'intérieur par le pouvoir, comme toujours. Les traîtres réels ou supposés sont éliminés parce que les informations qu'ils livrent sont susceptibles de causer la mort de leurs camarades. À plusieurs reprises, Winnie est trahie et cela lui vaut emprisonnement, torture, éloignement de ses enfants. Mise en quarantaine, elle donne des coups, elle en reçoit. C'est la guerre. La guerre est sale et elle ne laisse personne innocent. Mais tout de même, dans cette guerre, il y a clairement un oppresseur et un opprimé. Qui, en France, imagine, par exemple, qu'on criminalise Jean Moulin au prétexte que les forces françaises de l'intérieur ont tué sans procès des centaines de collabos réels ou supposés. C'est un procès indécent qui est fait à Winnie Mandela, d'autant plus que sur l'affaire qu'il a le plus sali, le meurtre de l'adolescent de 14 ans, Stampy CIP, un responsable de l'époque de la police de l'apartheid, chargé de l'enquête, l'a innocenté récemment. À ce sujet, je conseille à tous ceux que ça intéresse le documentaire dénommé Winnie, réalisé par Pascal Lamsch et qui est disponible sur le replay de la chaîne franco-allemande Arte. Bon, d'accord, mais comment expliquer au fond cette rupture entre Winnie Mandela et Nelson, son époux, et son isolement progressif au sein de son propre parti? Bon, bien entendu, il y a ce qui relève de la vie privée, mais il s'agit également de politique. Au moment des négociations en vue du démantèlement de l'apartheid, Winnie Mandela fait partie de l'aile radicale, celle qui renacle au compromis historique qui consiste à donner le droit de vote aux Noirs tout en maintenant les structures économiques de l'apartheid très inégalitaires, ou du moins en associant donc au capitalisme blanc historique, un nouveau capitalisme noir issu de l'ANC, dont le président actuel de l'Afrique du Sud, un des Africains les plus riches, ancien syndicaliste, est un des exemples. Alors que donc Winnie Mandela, à cette période, elle est sous le feu des procédures judiciaires et des révélations infamantes sur sa vie privée, elle assiste impuissante à l'assassinat de Chris Hani, ouvertement communiste. Ça se passe le 10 avril 1993 dans le garage de sa maison. Winnie Mandela y voit le signe d'une épuration politique et progressivement, elle devient, malgré sa mise au banc, la figure de proue de ceux qui se sont trahis par le miracle sud-africain. C'est peut-être ce qui explique qu'elle demeure aussi populaire dans le pays. Oui, et ces funérailles nationales qui se dérouleront du 11 au 14 avril nous donneront l'occasion de le vérifier. Winnie Mandela, qui n'a jamais quitté le township de Soweto, contrairement à ses camarades de lutte, il faut le rappeler,
à ses camarades de lutte masculins, était un reproche permanent pour les hommes qui ont incarné le régime de l'apartheid et pour ceux qui profitent toujours de ses avantages historiques. C'était leur mauvaise conscience. Oui, elle était la mauvaise conscience de l'ANC et de sa ligne droitière, sa ligne actuelle. Dans une de ses interviews, une de ses dernières interviews accordées à l'hebdomadaire Jeune Afrique en septembre 2017, elle a eu des phrases qui résonneront longtemps, j'en cite quelques-unes. Très peu de gens ont réellement profité de la libération de ce pays. 53% des jeunes sont au chômage, un tiers de la population vit au niveau ou au-dessus du seuil de pauvreté. Et à ce rythme, un soulèvement du peuple contre l'État est inéluctable. Si nous voulons éviter cette nouvelle révolution, un changement radical à la tête de l'Afrique du Sud est indispensable. Ce sont ces phrases, et c'est peut-être cette ligne politique qui ne cède rien au combat originel de l'ANC, qui lui aura été autant reproché. Ben écoute Théo, merci pour cette chronique qui finalement est tout en nuances, contrairement à ce que nous avions débattu ce matin en conférence de rédaction. Elle est tout en nuances, sauf qu'elle ne cède rien à la vérité historique, c'est qu'il y avait un peuple qui se battait pour sa libération et jamais de la vie, un peuple qui se bat dans ces conditions se bat sans commettre le moindre crime. Eh bien je t'en remercie.